Ma mère m'a laissé un message vocal, tu es dehors. Ne reviens pas. On continue sans toi. J'ai répondu par SMS, ok. J'ai donc été la première à tourner la page. Trust, verrouillé. Transaction immobilière, annulée. Le lendemain matin, Y avait 46 appels manqués et un message de leur avocat qui disait « Nous avons un grave problème ». J'ai ri aux éclats et j'ai répondu. Tu es dehors. Ne reviens pas. Nous avançons sans toi. C'était la voix de ma mère. Plate, répétée, définitive, sur un message vocal qu'elle a laissé à 21h47, un mardi soir. Aucune dispute au préalable, aucun avertissement, juste un enregistrement de 31 secondes, qui a effacé 27 années passées à être la fille qui payait chaque facture, qui couvrait chaque urgence, et qui n'a jamais dit non une seule fois. Je l'ai écouté 2 fois. Ensuite, j'ai répondu par un seul mot par SMS, d'accord. Ce que ma famille ne savait pas, c'est que ce « d'accord » n'était pas une capitulation. C'était une autorisation, la mienne envers moi-même, pour cesser d'être leur filet de sécurité. Dans les 72 heures qui ont suivi, le fonds de placement familial a été gelé. L'accord pour la maison était mort, et leur avocat laissait des messages que je n'avais aucune intention de rappeler. 46 appels manqués au matin, et un SMS de leur avocat qui disait « Nous avons un problème sérieux ». J'ai ri à voix haute, et j'ai répondu. Avant de continuer, si cette histoire vous parle, prenez une seconde pour cliquer sur j'aime et vous abonner, et laissez votre position ainsi que votre heure locale dans les commentaires. J'adorerais savoir d'où vous m'écoutez. Je m'appelle Vivian. J'ai 27 ans. Maintenant, laissez-moi vous ramener à ce mardi soir d'octobre. La nuit où ce message vocal a tout changé. J'étais assise en tailleur sur mon lit, dans un studio à Philadelphie, l'ordinateur portable en équilibre sur un oreiller, en train de terminer un rapport d'évaluation des risques pour un client, dont le portefeuille présentait plus de signaux d'alarme qu'un défilé. C'était mon travail, repérer le danger avant qu'il n'arrive. Ironique, je sais. Mon téléphone a vibré sur la table de nuit. Un appel manqué de maman, puis la notification de message vocal. J'ai failli ne pas l'écouter. Ma mère m'appelait rarement directement. Elle appelait Brooke, ma petite sœur, celle qui vivait encore à 20 minutes de chez nos parents. Celle dont le nom apparaissait dans chaque discussion de groupe familial, comme un gros titre. Quand maman avait besoin de quelque chose de ma part, elle envoyait généralement un SMS de 3 mots maximum, « Rappelle-moi » ou « Envoie de l'argent, s'il te plaît ». Mais un message vocal, ça semblait différent, presque personnel. Alors, j'ai appuyé sur lecture. Sa voix est sortie du haut-parleur, plate et claire, comme si elle avait pratiqué ces mots devant un miroir. Vivian, c'est ta mère. Je veux que tu saches que nous avons pris une décision, en tant que famille. Tu n'es plus la bienvenue ici. Ne reviens pas. Ne rends pas cela plus difficile que ça ne doit l'être. Nous avançons sans toi. 31 secondes. Je l'ai chronométré sur la barre de lecture. Je l'ai repassé, pensant que j'avais manqué une raison, un « parce que », ou un « puisque », ou même un « après ce que tu as fait ». Mais il n'y avait rien, juste le verdict, sans procès. J'ai vérifié notre discussion de groupe familial, celle que Brooke avait créée 2 Noëls plus tôt, celle où maman publiait des recettes de gratin, et où papa envoyait des photos floues d'oiseaux depuis le jardin. J'avais été retiré, pas mise en sourdine, retiré. Et la discussion avait été renommée. L'ancien nom était « La famille Owens ». Le nouveau nom, et je m'en souviendrai jusqu'à ma mort, c'était « Nous ». Alors, c'est ce que j'étais maintenant, le contraire de « nous ». J'ai posé le téléphone face vers le bas sur la table de nuit, et j'ai fixé la photo encadrée sur mon étagère. Notre famille à la remise des diplômes de Brooke. Maman rayonnante. La main de papa sur l'épaule de Brooke. Moi à l'extrême droite, à moitié coupé par la personne qui a pris la photo. J'aurais dû le voir, à ce moment-là. Pendant 10 minutes, je n'ai rien fait. Je suis juste resté là, les mains sur les genoux, à écouter la télévision des voisins du dessus, qui traversait le plafond. Des rires enregistrés. Quelqu'un là-haut regardait une sitcom, pendant que toute ma famille votait pour m'exclure de l'île. Mon premier instinct a été l'ancien. Rappeler. M'excuser, même si je ne savais pas pourquoi. Demander ce que j'avais fait de mal. Promettre de réparer les choses.
C'était le schéma que je suivais depuis l'âge de 14 ans. Absorber les reproches. Colmater les brèches. Maintenir la paix. Mon pouce a plané au-dessus du nom de maman dans mes contacts, mais quelque chose s'est bloqué, comme un engrenage qui finit par s'abîmer. Peut-être que c'était la façon dont sa voix résonnait. Pas en colère, pas blessé, mais répété. Ou peut-être que c'était le moment choisi. J'avais passé toute cet après-midi à recalculer les mensualités du prêt pour la maison familiale, la maison que je payais, la maison où Brooke dormait dans la chambre principale, et où je récupérais le canapé convertible quand je venais en visite. J'ai baissé mon pouce, j'ai ouvert les SMS avec maman à la place, et j'ai tapé un seul mot. D'accord. J'ai ajouté un point, puis j'ai appuyé sur envoyer. L'écran a affiché, distribué, puis rien. Pas de bulle de saisie, pas d'appel en retour, juste le silence, ce qui m'a tout dit. Elle s'attendait à ce que je la poursuive, que je supplie, que je m'explique. Quand je ne l'ai pas fait, elle n'avait pas de scénario pour ça. Je n'arrivais pas à dormir. Pas à cause de la tristesse. Ça viendrait plus tard, vers 3 heures du matin, bref et vif comme une crampe musculaire. Non, je n'arrivais pas à dormir, parce que mon cerveau a fait ce qu'il fait toujours sous la pression. Il s'est mis au travail. J'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai créé une nouvelle feuille de calcul. Titre, Obligations financières familiales, VONs. Colonne A, éléments. Colonne B, montant mensuel. Colonne C, durée. Colonne D, total. J'ai commencé à taper, et ce qui est sorti de ces colonnes, ligne par ligne, c'était le prix à payer pour être la fille sur qui on peut compter. C'était tellement plus élevé que ce que je pensais. Le prêt de la maison familiale, 1850 $ par mois. Je le payais depuis 3 ans. Rien que ça, c'était 66 600 $. L'assurance maladie de maman et papa, 640 $ par mois, pendant 2 ans et demi, soit 19 200 $. Le prêt Toto de Brooke, le SUV blanc qu'elle avait publié sur Instagram avec la légende bénie, 380 $ par mois, pendant 14 mois, soit 5 320 $. Ensuite, les urgences. Le ticket modérateur pour l'opération du dos de papa. La fuite du toit qu'il fallait réparer avant l'hiver. La caution de Brooke quand elle a déménagé, puis quand elle est revenue, puis quand elle est repartie. La facture du dentiste que maman avait oublié de mentionner, jusqu'à ce qu'elle parte en recouvrement. À 2 heures du matin, j'avais tout sur un seul écran. Je me suis penché en arrière, et j'ai regardé la cellule du total, en gras dans le coin inférieur droit. 143 214 $. J'avais contribué à hauteur de plus que mon salaire annuel, sur 6 ans, pour des gens qui venaient de me couper les ponts avec un message vocal. Mais ce chiffre n'était même pas la pire partie. La pire partie, c'est ce que j'ai découvert quand j'ai ouvert les documents justificatifs, que je gardais dans un dossier sur le cloud. La même habitude de tenue de dossier compulsive, qui me rendait doué dans mon travail. J'étais la co-emprunteuse sur le prêt hypothécaire. Mon nom figurait sur l'acte de propriété en tant que copropriétaire. J'étais l'unique administratrice du fonds fiduciaire de ma grand-mère. 86 000 $ qu'elle avait laissé pour l'éducation et les besoins médicaux de la famille, gérés par moi, parce que grand-mère disait que j'étais la seule à qui elle faisait confiance avec l'argent. Chaque fil financier crucial, qui maintenait la vie de ma famille ensemble, passait par mon nom. Ils m'ont dit de partir, mais ils ont oublié que j'étais les fondations. J'ai lancé l'impression. La petite imprimante de bureau s'est mise à bourdonner dans l'appartement sombre, recrachant page après page de reçus, de relevés et de contrats. Je n'étais pas encore en colère. Ça viendrait. Pour l'instant, j'étais juste réveillé. Pour la première fois depuis des années, pleinement réveillé. Le matin est arrivé, gris et froid. Octobre à Philadelphie, le genre de ciel qui ressemble à un plafond. J'ai fait du café par automatisme, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et je me suis connecté au compte chèque commun. C'était le compte du foyer, que j'avais configuré 2 ans plus tôt pour simplifier le paiement des factures. Le prêt, les services publics, l'assurance, tout était prélevé au même endroit. Mon argent y entrait. Les dépenses de tous les autres en sortaient. Le tableau de bord s'est chargé, et je l'ai remarqué immédiatement. L'email de contact sur le compte avait été changé. Mon email, 6.owens.fin chez le fournisseur,
avait été remplacé. À la place, un email que j'ai reconnu. Celui de Brooke. Le changement était horodaté de 2 jours avant le message vocal. 2 jours avant. Je suis resté avec ça pendant un moment. Je l'ai laissé s'installer. Ma sœur avait changé les coordonnées de mon compte financier, avant que ma mère n'enregistre ce message. Le message vocal n'était pas une explosion émotionnelle. C'était une étape programmée. J'ai continué à creuser. Dans ma boîte de réception, enfouie sous des emails professionnels, j'ai trouvé une notification transférée de la société de titres s'occupant de la maison. Objet, modification des bénéficiaires, confirmation en attente. Le formulaire demandait mon retrait de l'acte de propriété, effectif dès l'approbation. Soumis par Brooke Owens, désignée comme « représentante familiale autorisée ». Je n'avais jamais autorisé qui que ce soit à me représenter. Je n'avais jamais accepté d'être retiré de quoi que ce soit. Mon café a refroidi sur le bureau. Je n'y ai pas touché. Voici ce que j'ai compris, à ce moment-là. Assise dans cette lumière grise du matin, avec mon ordinateur portable allumé, et mon téléphone toujours face vers le bas depuis la veille. Brooke ne voulait pas que je sois hors de la famille. Ça, ce n'était que l'histoire de couverture. Elle voulait que je sois hors de la paperasse, hors de l'acte, hors du fond, hors de chaque document prouvant que j'avais construit ce dans quoi il vivait. Le message vocal, c'était la distraction. Le vrai vol se passait dans le système de classement. Et il y a une chose que vous devez savoir sur moi. Je travaille dans l'analyse des risques. Je repère les schémas de fraude pour gagner ma vie. Ma sœur venait de faire le pire pari de sa vie. Pour comprendre ce qui s'est passé ensuite, vous devez comprendre où cela a commencé. Pas le message vocal. Ça, c'était la fin. Le début était plus silencieux. Le début, c'était une cuisine. J'avais 14 ans. Brooke en avait 10. Les vacances d'été venaient de commencer, et nos parents nous ont fait asseoir à la table de la salle à manger pour expliquer le plan. Brooke irait à un camp d'art. 4 semaines, $300. Moi, je resterai à la maison pour la surveiller pendant les matinées, avant que le camp ne commence. Et après son retour, je cuisinerai le déjeuner, je ferai la lessive, et je m'assurerai que la maison ne brûle pas pendant que maman et papa travaillaient. J'ai demandé si je pouvais aller à un camp de mathématiques. Il y avait un programme au collège communautaire, gratuit pour les étudiants ayant des notes suffisantes. J'avais les notes. Maman a secoué la tête. Quelqu'un doit être ici pour ta sœur. Mais c'est gratuit, ai-je dit. Vivian, tu es l'aîné. Tu comprends? J'ai compris. J'ai compris que Brooke avait les étés, et que j'avais les responsabilités. Que mes notes n'étaient pas une source de fierté. C'était une prévision de revenus futurs. Quand je suis passé au tableau d'honneur cet automne-là, le seul commentaire de maman a été « Bien. Continue comme ça. Il faut bien que l'une de vous gagne du vrai argent un jour. Pas « Je suis fier de toi. » Pas « Tu le mérites. » Juste « Tu seras utile plus tard. » Et quand Brooke a raté ses examens finaux de 6e année, la même année, toute la maison s'est mobilisée. Papa l'a emmenée manger une glace. Maman s'est assise avec elle pendant 1 heure, lui caressant les cheveux, disant « Tu es plus qu'une note à un test, mon bébé. » J'étais dans la pièce d'à côté. J'ai entendu chaque mot. Personne ne m'a jamais rien dit de tel. Pas parce que j'échouais, mais parce que je n'ai jamais eu besoin de réconfort. J'étais la forte, la stable, celle qui pouvait gérer la situation. Maman me l'a dit une fois, directement. Un appel téléphonique. Pendant ma 2e année d'université. J'avais mentionné me sentir dépassé. Elle a dit, tu es la forte, Vivian. Brooke a plus besoin de moi. 8 mots. Je les ai portés comme une brique dans ma poitrine pendant une décennie. Mon premier vrai chèque de paie est arrivé un vendredi de juin, l'été après l'obtention de mon diplôme. 21 ans, des prêts étudiants accumulant déjà des intérêts, un salaire de départ dans un cabinet de conseil de taille moyenne, qui exigeait des semaines de 60 heures. Je me suis senti fier pendant environ 4 heures. Maman a appelé ce soir-là. Papa s'était bloqué le dos au travail. Pas éligible aux indemnités pour accident du travail, parce qu'il était techniquement un sous-traitant. Facture d'hôpital, $2000.
Est-ce que je pouvais aider? Je l'ai envoyé ce soir-là. Je n'ai pas hésité. 3 semaines plus tard, Brooke avait besoin d'une caution pour son premier appartement, $1 200. Elle avait 17 ans, sur le point d'en avoir 18, et se dirigeait vers une école de cosmétologie. J'ai demandé prudemment à maman, est-ce que Brooke a des économies? Le silence à l'autre bout du fil était une arme. Puis, c'est ta petite sœur, Vivian. Elle débute. Comment peux-tu même demander ça? J'ai envoyé les $1 200. Ma propre dette étudiante, $38 000, est restée intacte. Personne n'a posé de questions à ce sujet. Personne n'a rien offert. Ce n'était même pas un sujet de conversation. La supposition était simple. Vivian va bien. Vivian gère les choses. Vivian n'a pas besoin d'aide, parce que Vivian n'en demande jamais. Cette première année après l'école, j'ai envoyé chez moi près de $14 000. Pas en une seule fois, mais par petites coupures. Quelques centaines ici, un millier là-bas. Toujours urgent. Toujours, juste cette fois-ci. Juste cette fois-ci, est devenu tous les mois. Ils n'ont jamais dit merci. Je ne veux pas dire qu'ils ont oublié une fois. Je veux dire que ces mots n'ont jamais été prononcés. Pas par SMS. Pas au téléphone. Pas à Thanksgiving, quand je suis rentré à la maison sur une compagnie aérienne à bas prix, et que j'ai dîné à la table que j'avais financièrement reconstruite. Mon anniversaire, cette année-là. Maman a oublié. Elle a publié une vieille photo de Brooke sur Facebook cette même semaine. L'anniversaire de Brooke, 2 mois plus tard. Fête à la maison. On m'a demandé de commander le gâteau, et de le payer. Le dernier mois de cette année-là, j'ai mangé des nouilles instantanées pendant 9 jours d'affilée, parce que mon compte chèque était vide. Je ne l'ai dit à personne, parce que si je l'avais fait, maman aurait dit que je faisais des drames, et je l'aurais cru. C'est la partie qui fait le plus mal. 3 ans avant le message vocal, maman a appelé pour ce qu'elle a décrit comme une « opportunité familiale ». Elle et papa voulaient acheter une maison, un 3 pièces en dehors de la ville, un quartier plus calme, de meilleures écoles à proximité, pour quand les petits-enfants arriveront. Elle l'a dit comme un rêve qu'ils avaient mérité. La réalité était plus simple. Leur crédit était détruit. Les dettes médicales de papa, un paiement de voiture manqué il y a des années, un avis de recouvrement que maman avait ignoré jusqu'à ce que cela aille en justice. Aucun prêteur ne voulait d'eux. Alors maman m'a demandé, sois juste co-emprunteuse, Vivian. Ton crédit est parfait. La maison sera à mon nom, mais tu seras sur le prêt et sur l'acte. C'est la maison familiale. Un jour, elle appartiendra à vous deux, les filles. J'ai dit oui. Je n'ai pas engagé d'avocat. Je n'ai pas demandé d'accord écrit, au-delà de la paperasse hypothécaire elle-même. Parce que la voix dans ma tête, celle que maman avait installée, disait, la famille n'a pas besoin de contrat. Si tu en demandes un, tu ne nous fais pas confiance. Et si tu ne nous fais pas confiance, tu n'es pas de la famille. Alors, j'ai signé, co-emprunteuse sur le prêt, copropriétaire sur l'acte, bien que maman ait été désignée comme propriétaire principal. Et à partir de ce mois-là, le paiement de $1 850 est sorti de mon compte comme une horloge. Brooke a emménagé immédiatement, a pris la plus grande chambre, l'a décorée, a publié des photos, Home Sweet Home. Quand je venais en visite, ce qui n'était pas souvent parce que je faisais des heures supplémentaires pour couvrir les paiements, je dormais sur le canapé convertible dans le bureau. Je payais pour une maison où je dormais sur un canapé. Environ 6 mois avant le message vocal, j'ai surpris une conversation lors d'un appel familial. La voix de maman en arrière-plan, parlant à Brooke. Elle ne savait pas que j'étais encore en ligne. Elle a dit, une fois que nous aurons refinancé, nous pourrons retirer une partie de la valeur nette. Ne t'inquiète pas pour Vivian. Je m'occuperai d'elle. M'occuper de moi, comme une ligne budgétaire, comme un problème. Je n'ai rien dit. Je me suis dit que j'avais mal entendu, mais mes mains tremblaient quand j'ai raccroché, et la feuille de calcul sur laquelle je travaillais est devenue floue devant moi. Ma grand-mère, la mère de maman, est décédée il y a 4 ans. Cancer du poumon, rapide et cruel. Elle est passée du diagnostic aux funérailles en 11 semaines. Mais grand-mère a eu l'esprit vif jusqu'à la toute fin. 2 mois avant son décès, elle a mis à jour son fonds fiduciaire.
86 000 $ mis de côté pour l'éducation et les frais médicaux de la famille. Et elle a nommé une seule administratrice pour le gérer. Moi. Pas maman. Pas Brooke. Moi. Je me souviens de l'avocat qui l'a lu à haute voix, et du visage de maman qui s'est figé. Elle n'a pas argumenté. Pas à ce moment-là. Pas devant l'avocat. Mais plus tard dans la voiture, elle a dit, « Ta grand-mère ne comprenait pas comment les choses fonctionnent. Cet argent devrait être géré par la famille, ensemble. Je suis la famille, maman. » Elle n'a pas répondu. Le fonds est resté intact pendant 3 ans. Puis Brooke est venue à la charge. Elle voulait 15 000 $ pour un projet commercial, une boutique de revente en ligne qu'elle avait vu quelqu'un gérer sur les réseaux sociaux. Pas de plan d'affaires, pas de prévision, juste de bonnes ondes et un lien vers un grossiste. J'ai dit non. Pas pour la blesser, parce que les termes du fonds étaient spécifiques. Éducation, médicale, pas de capital de départ pour une idée sans structure. Brooke a pleuré. Bien sûr qu'elle a pleuré. Elle a appelé maman. Maman m'a appelé. Ta grand-mère aurait voulu aider Brooke. Tu es dans le contrôle. Je suis le document du fonds, maman. C'est littéralement mon obligation légale. Brooke ne m'a pas adressé la parole pendant 2 mois après ça. Et pendant ces 2 mois, j'ai appris par un cousin que Brooke avait raconté à la famille élargie que j'accaparais l'argent de grand-mère, et que je le dépensais probablement pour moi-même. Je n'ai jamais rectifié les faits. J'étais trop fatigué de me battre contre des fantômes. Mais voici la partie qui importait. La partie que je ne savais pas devenir une arme. 2 mois avant le message vocal, Brooke m'a appelé. Elle a dit qu'elle voulait clarifier les choses. Sa voix était chaleureuse, presque douce. Fraternelle d'une manière qu'elle n'avait pas été depuis des années. Nous avons parlé pendant 40 minutes, et à un moment donné, elle a baissé la garde. Ou peut-être qu'elle est juste devenue imprudente. Et elle l'a dit, honnêtement, Vive, j'ai juste besoin que tu sortes du fonds et de l'acte de propriété. Ensuite, tout deviendra plus simple pour tout le monde. Elle l'a dit comme si c'était raisonnable, comme si me demander de m'effacer de ma propre vie était une faveur que je devrais avoir envie de faire. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que j'avais enregistré l'appel. Pas pour la piéger. J'enregistre les appels importants par habitude professionnelle. Mon application signale tout appel de plus de 10 minutes avec un contact familial, et l'enregistre automatiquement avec une tonalité d'avertissement au début. Brooke ne la soit pas entendue, soit s'en fichait. J'ai sauvegardé ce fichier à 3 endroits. Cloud, clé USB, et un email à moi-même avec pour objet, au cas où. Allongé dans mon lit ce soir-là, je n'arrêtais pas de revenir à une question. Pourquoi Brooke avait-elle tellement besoin que je disparaisse? Nous avions grandi dans la même maison. Je lui préparais son déjeuner quand maman travaillait tard. J'avais co-signé pour sa première voiture. Et d'une certaine manière, j'étais devenu l'ennemi dans une histoire qu'elle avait écrite sans me le dire. Je ne le comprends toujours pas totalement. Peut-être que vous, oui. Si vous avez déjà été la personne fiable qui a été remboursée par une trahison, pourquoi pensez-vous qu'ils font ça? Laissez votre avis dans les commentaires. Le mercredi matin, 2 jours après le message vocal, je suis arrivé au bureau avec l'air d'avoir dormi dans une déchiqueteuse à papier. Marcus Webb l'a remarqué avant que j'atteigne mon bureau. Il avait 7 ans d'ancienneté de plus que moi, un expert comptable avec une voix calme, et le genre de présence stable qui permettait aux clients de se sentir en sécurité lorsqu'ils remettaient leurs chiffres les plus affreux. Nous avions travaillé sur une 12aine d'audits ensemble. Il n'était pas du genre à fouiner, mais ce matin-là, il a fouiné. J'étais allé à la salle de pause pour prendre un café, et quand je suis revenu, Marcus se tenait près de mon bureau, pas assis, debout, comme si quelque chose l'avait arrêté en plein mouvement. L'écran de mon ordinateur portable était toujours ouvert. La feuille de calcul était toujours affichée. Obligations financières familiales, VOENS. Le total était en gras en bas. Il m'a regardé, puis a regardé l'écran, puis m'a regardé à nouveau. Vive. Sa voix était basse. Je ne veux pas outrepasser mes droits, mais cette feuille de calcul, est-ce que c'est de l'argent qu'on te doit, ou de l'argent que tu as donné? J'aurais pu mentir. J'aurais pu dire que c'était un dossier client, une maquette, un modèle, mais je fonctionnais avec 4 heures de sommeil,
et sur les vapeurs de toute une décennie passée à aller bien. Et quelque chose dans la façon dont Marcus a posé la question, direct, sans jugement, sans fioriture, a brisé la glace. Je lui ai dit, pas tout, juste les grandes lignes. Le message vocal, le retrait du groupe, la maison, le fond, le chiffre. Marcus n'a pas réagi comme la plupart des gens le font. Il n'a pas halté, ni secoué la tête, ni dit « c'est terrible ». Il est resté silencieux. Et quand Marcus devient silencieux, cela signifie qu'il calcule. 10 secondes se sont écoulées. Puis il a dit quelque chose qui a réorganisé les meubles dans ma tête. Vivian, j'ai été là où tu es. Des détails différents, mais la même architecture. Mon père a fait un coup similaire quand j'avais 29 ans. Et la chose que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt, c'est ceci. Tu n'as pas besoin de les rappeler. Tu as besoin d'appeler un avocat. Il a écrit un nom sur un post-it, et l'a fait glisser sur mon bureau. Janet Aldridge, avocate spécialisée en immobilier et succession, un numéro de Philadelphie. J'ai regardé le post-it, puis j'ai regardé Marcus. Elle est douée. C'est elle qui m'a évité de perdre ma maison. J'ai mis le mot dans mon portefeuille. Il y est resté pendant exactement 7 heures, le temps qu'il m'a fallu pour trouver ce que j'ai découvert ensuite. Ce soir-là, je me suis assise avec chaque document que j'avais, et je les ai examinés de la manière dont j'examinerais le portefeuille d'un client, ligne par ligne, à la recherche de ce qui ne correspondait pas. J'ai rouvert l'email de la société de titres, celui qui demandait mon retrait de l'acte de propriété. Je l'avais remarqué ce premier matin-là, mais je n'avais pas regardé la pièce jointe de près. Maintenant, je l'ouvrais. Le formulaire était standard, une demande de modification des bénéficiaires. En bas, 2 lignes de signature. Une pour Donna Owens, propriétaire principal. Une pour Vivian Owens, copropriétaire. Les 2 lignes étaient signées. J'ai zoomé sur ma signature, et mon estomac s'est glacé. C'était ressemblant. Quelqu'un avait étudié mon écriture. L'inclinaison était correcte. La taille était correcte. Même la petite boucle que je laisse sur le N de Vivian était là. Mais le O de Owens était faux. J'écris mon nom majuscule avec une boucle ouverte, une habitude prise après des années à signer des documents financiers rapidement. Ce O était fermé, hermétiquement scellé. Une petite chose, le genre de chose que seul moi pouvais remarquer. Mais je l'ai remarqué. Quelqu'un avait forgé ma signature pour me retirer de l'acte de propriété d'un bien pour lequel j'avais payé plus de 66 000 $. J'ai vérifié les détails de la soumission sur le formulaire. Soumis électroniquement par Brooke Owens, représentante familiale autorisée. Date de soumission, 3 jours avant le message vocal. 3 jours avant. Je me suis adossé à ma chaise, et j'ai laissé la chronologie se construire d'elle-même. D'abord, Brooke soumet le document falsifié pour me retirer de l'acte. Ensuite, elle change l'email de contact sur le compte commun. Puis, et seulement alors, maman envoie le message vocal. Ce n'était pas une famille qui s'effondrait dans le feu de l'action. C'était une séquence, un plan. Étape 1, étape 2, étape 3. Mon retrait de la paperasse d'abord, puis mon retrait de la famille, pour que je ne regarde pas les documents pendant qu'elle me poussait vers la sortie. Ma sœur ne m'avait pas seulement trahi. Elle avait mené un plan de projet. Et dans mon secteur d'activité, un plan de projet laisse des traces. J'ai appelé Janet Aldridge le lendemain matin. Son assistante m'a passé en moins de 3 minutes, une fois que j'ai prononcé les mots « signature falsifiée » et « modification de titre en attente ». Le bureau de Janet était dans une maison de ville rénovée, près de Ritenour Square. Des étagères du sol au plafond, un bureau en verre qui reflétait les plafonniers, et une chaise si ferme qu'elle semblait conçue pour garder les clients concentrés. Elle m'a offert de l'eau. J'ai décliné. Je ne voulais pas être à l'aise. Je voulais des réponses. J'ai placé le dossier sur son bureau. Tout. Le contrat de prêt, l'acte de propriété, le formulaire de modification falsifié avec les 2 signatures, l'email de la société de titres, la feuille de calcul avec les 143 000 $ détaillés, et la notification bancaire montrant que Brooke avait changé l'email de contact sur le compte commun. Janet a examiné chaque page de la manière dont un chirurgien lit un scanner. Lentement, sans expression, les lunettes au milieu du nez. Elle a posé la signature falsifiée à côté de ma vraie signature du contrat de prêt original,
et a étudié les deux, côte à côte. Puis elle a enlevé ses lunettes, et m'a regardé. Mademoiselle Owens, vous avez 2 problèmes et un avantage. Elle a tapoté le formulaire falsifié. Problème numéro 1, quelqu'un a commis une fraude en utilisant votre identité. La divergence de signature, à elle seule, pourrait soutenir une plainte pour faux. Elle a tapoté l'email de la société de titres. Problème numéro 2, un refinancement est en cours sur une propriété que vous copossédez, à votre insu et sans votre consentement. Les deux sont sérieux. Elle a fait une pause. Votre avantage est simple. Vous êtes la co-emprunteuse. Vous êtes la copropriétaire. Vous êtes l'unique administratrice d'un fonds fiduciaire familial. Rien, ni le refinancement, ni le changement de titre, ni un seul dollar de ce fonds, ne bouge sans votre véritable signature. Et votre véritable signature est la seule chose qu'ils n'ont pas pu obtenir. Je suis resté avec ça pendant un moment, puis j'ai posé la question qui s'accumulait depuis mardi soir. Que se passe-t-il si j'arrête, tout simplement? Arrêtez de payer le prêt. Arrêtez de signer quoi que ce soit. Arrêtez d'être l'infrastructure. Janet a croisé les mains. Alors tout le système s'effondre sous son propre poids. La banque émet un avis. Le refinancement meurt. Le fonds reste bloqué. Tout ça. Chaque arrangement financier dont ils dépendent s'arrête, jusqu'à ce que vous décidiez le contraire. Elle a laissé cela faire son effet. Puis elle a ajouté, presque doucement, il y a encore une chose que vous devez savoir. Une signature falsifiée sur une modification d'acte n'est pas seulement une affaire civile. En Pennsylvanie, cela peut être inculpé comme un crime. Je ne dis pas que vous devez en arriver là, mais vous devez savoir que vous le pourriez. Ma chaise m'a soudainement semblé beaucoup moins inconfortable. Ce soir-là, de retour dans mon appartement, j'ai ouvert l'application d'enregistrement sur mon téléphone. Je n'avais pas écouté l'appel de Brooke depuis le soir où il avait eu lieu, 2 mois plus tôt. À l'époque, je l'avais classé comme ennuyeux, mais inoffensif. Juste Brooke qui faisait du Brooke, essayant d'obtenir ce qu'elle voulait avec une voix douce et une demande détournée. Maintenant, avec tout ce que je savais, ça sonnait complètement différemment. J'ai mis mes écouteurs, et j'ai appuyé sur lecture. La voix de Brooke a rempli ma tête, chaleureuse et désinvolte, de la façon dont elle devient quand elle veut quelque chose, mais ne l'a pas encore demandé. Je dis juste, Vive, tu es tout le temps si occupée. Tu as ta carrière, ton appartement, toute ta vie là-haut. Ne serait-ce pas plus facile si tu prenais juste un peu de recul? Laissez maman gérer les histoires de fonds et de maison. Honnêtement, si ton nom n'était pas dessus, tu n'aurais plus à te soucier des paiements. Ce serait un soulagement, non? Je me souviens avoir pensé à l'époque, qu'elle était maladroite, mais pas malveillante. Juste Brooke essayant de simplifier son monde. Puis est arrivée la phrase, minute 3h02 de l'enregistrement. J'ai juste besoin que tu sortes du fonds et de l'acte de propriété. Ensuite, tout deviendra plus simple pour tout le monde. J'ai mis en pause, rembobiné, et je l'ai repassé. J'ai juste besoin que tu sortes du fonds et de l'acte de propriété. Besoin. Pas, je veux, pas, ce serait bien si, mais, j'ai besoin. Elle m'avait dit exactement ce qu'elle allait faire. Elle l'avait dit à voix haute dans un téléphone qui enregistrait, après une tonalité d'avertissement de l'application, qu'elle avait soit ignoré, soit pas entendu. Et puis, quand je ne me suis pas porté volontaire pour disparaître, elle a falsifié mon nom, et a demandé à maman de délivrer l'avis d'expulsion, déguisé en décision familiale. J'ai sauvegardé le fichier à nouveau. Cloud, clé USB, email à moi-même. 3 copies. Parce que dans ma famille, la vérité a l'habitude de se perdre. Je ne savais pas encore quand je l'utiliserais, ou comment. Mais je savais ceci. Cet enregistrement était la seule carte que Brooke ignorait que je possédais, et j'allais attendre la table exacte, idéale pour la jouer. Vendredi après-midi, bureau de Janet. J'étais assise en face d'elle avec un bloc-notes juridique que j'avais rempli des 2 côtés. Elle en avait un assorti. Passons cela en revue, a-t-elle dit. Étape par étape, ce que vous pouvez faire, ce qui est dans vos droits, et quelles seront les conséquences pour eux, et pour vous. Étape 1, informer la banque que le formulaire de modification de l'acte a été soumis avec une signature falsifiée. Janet enverrait une lettre officielle avec des preuves à l'appui. Ma vraie signature, du prêt original,
contre la fausse sur l'amendement. La banque serait légalement tenue de geler la transaction de refinancement, en attendant l'enquête. Étape 2. En tant qu'unique administratrice du fonds de grand-mère, j'avais l'autorité totale pour geler toutes les distributions. Aucune ordonnance du tribunal nécessaire. Aucune approbation d'un quelconque membre de la famille. Une signature de ma part, un appel téléphonique à l'institution de gestion du fonds, et 86 000 $ sont mis en quarantaine. Étape 3. Arrêter les prélèvements automatiques du prêt hypothécaire. J'étais la co-emprunteuse, pas l'emprunteuse principale. Donna était la principale. Si j'arrêtais de payer, l'obligation revenait entièrement à elle, et sa cote de crédit ne pouvait pas soutenir le prêt à elle seule. La banque émettrait un avis officiel dans les 30 jours. Si elle ne pouvait pas rattraper le retard ou refinancer de manière indépendante, l'horloge de la saisie immobilière commencerait. Étape 4. Janet envoie une lettre de mise en demeure en mon nom, informant la famille que je me retirais de toutes les obligations financières partagées, avec effet immédiat. J'ai écouté chaque étape, j'ai hoché la tête à chacune, puis j'ai posé la question que mon instinct ne voulait pas lâcher. S'ils perdent la maison. Janet n'a pas scié. Vivian, ils vous ont dit de partir. Vous partez. Vous ne leur enlevez pas la maison. Vous vous retirez d'un prêt qu'ils ne peuvent pas rembourser sans vous. Si cela provoque un effondrement, c'est que la structure n'a jamais été solide. J'ai pris le stylo, et j'ai signé la lettre d'autorisation. Le stylo m'a semblé plus lourd qu'il n'aurait dû. Pas parce que je doutais de la décision, mais parce que je savais qu'une fois cette encre séchée, il n'y aurait aucun retour en arrière possible. Pas de résolution discrète, pas d'appel téléphonique tard le soir qui remettrait tout dans le tiroir. C'était le bruit d'un pont que je ne brûlais pas, j'arrêtais simplement d'être le pont. Le lundi matin, j'ai conduit jusqu'à la banque qui gérait le fonds de grand-mère, pendant ma pause déjeuner. La succursale était calme. Quelques clients au guichet. Une musique douce que je ne pouvais pas nommer. Le bourdonnement des néons. Je me suis assise avec un agent fiduciaire nommé Dan. Un homme agréable, avec une cravate bleue et un stylo. Il cliquait nerveusement avec quand il parlait. J'ai présenté mes documents d'administratrice, ma pièce d'identité avec photo, l'acte constitutif original du fonds, et une lettre de Janet confirmant mon statut légal. Dan a tout examiné, en cliquant avec son stylo exactement 14 fois. Puis il a levé les yeux. Mademoiselle Owens, vous êtes l'unique administratrice sur ce compte. Aucun autre signataire, aucun co-administrateur, aucun bénéficiaire secondaire avec une autorisation de retrait. Clic. Que souhaitez-vous faire? Je souhaite placer un gel total sur toutes les distributions de ce fonds, avec effet immédiat. Aucun retrait, aucun transfert, aucun décaissement, jusqu'à ce que je les autorise par écrit. Il a cligné des yeux. Une raison particulière? J'ai des inquiétudes concernant un éventuel accès non autorisé. J'aimerais procéder à un examen de toutes les activités, avant d'autoriser tout autre mouvement. C'était un langage qu'il comprenait. Il a tapé pendant 2 minutes, a imprimé un formulaire, et l'a fait glisser sur le bureau. Je l'ai signé. 86 000 $ bloqués. Dan a dit, vous recevrez un email de confirmation d'ici 1 heure. Personne d'autre ne pourra accéder à ces fonds, sans votre autorisation écrite et une décharge notariée. Merci, Dan. Je suis sorti dans le soleil d'octobre. L'air était vif. Les feuilles changeaient de couleur. Je suis resté sur le trottoir pendant un moment, et j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. Pas du triomphe, pas de la satisfaction. De la légèreté. Comme poser une valise que je ne réalisais pas que je portais à travers chaque porte, depuis 4 ans. C'était l'étape 1. Le fonds était sécurisé. L'argent de grand-mère était en sécurité. Mais le vrai tremblement de terre était encore à venir. Parce que quand Brooke essaierait d'accéder à ce compte, et elle essaierait, j'en étais sûr, elle se heurterait à un mur qu'elle ne pourrait pas charmer, pleurer ou falsifier. Et ce mur porterait mon nom. Mardi, l'assistante juridique de Janet a envoyé 3 emails avant midi. Le premier est allé au prêteur hypothécaire, un avis officiel de fraude à la signature sur le formulaire de modification de l'acte, accompagné d'une comparaison côte à côte de ma vraie signature et de la fausse, plus mon affidavit sous serment confirmant que je n'avais jamais autorisé le changement. La lettre de Janet demandait un blocage immédiat de toutes les transactions en attente liées à la propriété, jusqu'à ce que la banque ait terminé son examen interne.
Le deuxième email est allé au même prêteur, l'informant que moi, en tant que co-emprunteuse, je résiliais mon autorisation de paiement automatique, à compter du cycle de facturation suivant. La lettre citait mon droit légal de cesser les paiements volontaires sur un prêt où l'emprunteuse principale, Donna Owens, avait initié des modifications non autorisées sans mon consentement. Le troisième email est allé directement à la famille Owens, aux soins de l'adresse email que Donna avait au dossier, sous forme de mise en demeure officielle. Il déclarait dans un langage juridique clair que Vivian Owens se retirait de toutes les obligations financières partagées, qu'aucun paiement supplémentaire ne serait effectué sur le prêt, l'assurance, ou toute autre dépense conjointe. Et que toutes les communications futures devaient être adressées à Janet Aldridge, avocate. 3 emails, 12 pièces jointes entre eux, 3 clics sur le bouton d'envoi. À 16h cet après-midi-là, le prêteur hypothécaire avait répondu. La transaction de refinancement était gelée, dans l'attente d'une enquête pour fraude. L'amendement de l'acte était signalé. Aucune modification du titre de propriété ne serait traitée, jusqu'à nouvel ordre. Je me suis assise dans ma voiture, dans le parking après le travail. Moteur éteint, les mains sur le volant. Elle tremblait. Pas de peur. À cause de l'étrange vertige de faire quelque chose d'irréversible. Dans 48 à 72 heures, ces lettres allaient atterrir. Maman découvrirait que le paiement du prêt n'avait pas été effectué, que le refinancement était mort, que le fonds était bloqué. L'avis d'annulation d'assurance arriverait dans les 30 jours. Chaque filet de sécurité que j'avais construit sous eux, chaque fil invisible d'argent, de signature et de fiabilité, avait disparu. Pas coupé, juste relâché. De la façon dont vous lâchez une corde, quand la personne à l'autre bout vous dit qu'elle n'a plus besoin de vous. J'ai tourné la clé, je suis sorti du garage, et j'ai conduit pour rentrer chez moi à travers la circulation de Philadelphie, avec les fenêtres baissées, l'air froid remplissant la voiture, et j'ai attendu que mon téléphone commence à sonner. Cela ne prendrait pas longtemps. Cela a pris exactement 51 heures. J'étais à mon bureau jeudi matin, en train d'examiner le rapport d'exposition d'un client, quand mon téléphone a commencé à vibrer. Pas la vibration unique et polie d'un SMS, mais la pulsation longue et insistante d'un appel. Puis un autre, puis un autre. Je n'ai pas regardé tout de suite. J'ai terminé mon paragraphe, j'ai sauvegardé le fichier, puis j'ai retourné le téléphone. 19 appels manqués de maman, 8 de papa, 14 de Brooke, 5 d'un numéro que je ne reconnaissais pas. 46 au total. Les SMS étaient empilés comme des briques. Maman, Vivian, appelle-moi tout de suite. Maman, ce n'est pas un jeu. Maman, il s'est passé quelque chose avec la banque et tu dois arranger ça. Brooke, Vive, qu'est-ce que tu as fait? Brooke, le refinancement est gelé. Ils ont dit que ton avocate a envoyé quelque chose. Brooke, appelle-moi maintenant. Papa, ma chérie, s'il te plaît rappelle. Ta mère est très bouleversée. Papa, nous devons parler de la situation de la maison. Et puis, celui qui m'a fait poser mon café et le lire 2 fois. Un email du numéro inconnu. En-tête professionnelle. Gregory Pratt, avocat, représentant Donna Owens. Chère mademoiselle Owens, je représente votre mère, Donna Owens, concernant la propriété résidentielle à l'adresse suivante. Il a été porté à notre attention que plusieurs actions financières ont été entreprises, qui ont un impact direct sur les intérêts de notre cliente. Nous aimerions organiser une conversation immédiate pour discuter d'une résolution. Veuillez répondre dans les plus brefs délais. Et tout en bas, presque comme une réflexion après coup, nous avons un problème sérieux. Je l'ai lu encore une fois. Puis, je me suis adossé à ma chaise et j'ai ri. Pas un rire amer, pas un rire de méchant, juste le son surpris, involontaire, d'une femme qui avait passé 6 ans à répondre à chaque appel téléphonique à la première sonnerie, et qui venait de regarder 46 appels aller sur la messagerie vocale. 46. Ce chiffre n'arrête pas de repasser dans ma tête, parce que je me souviens avoir pensé, ça fait à peu près un pour chaque tranche de $3000 que je leur ai donné. C'est drôle comme, à quelle vitesse, nous avançons sans toi, deviens, appelle-nous immédiatement. J'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert l'email de Gregory Pratt, et je l'ai transféré à Janet. Puis j'ai tapé une ligne dans le corps du message transféré, planifions la réunion. Brooke n'a pas attendu la réunion. Elle n'a jamais été patiente. Les SMS ont commencé à affluer le jeudi après-midi, les uns après les autres,
espacé juste assez pour suggérer qu'elle faisait les 100 pas en tapant. Vive, je ne sais pas ce que tu as dit à la banque, mais tu dois annuler ça. Maman perd pied. Puis 12 minutes plus tard. Il ne s'agit pas de toi et moi, d'accord? Il s'agit de la famille. Tu mets maman et papa dans une situation vraiment dangereuse en ce moment. 20 minutes après ça. Je n'ai jamais voulu que tout ça aille aussi loin. Tu le sais. Nous étions juste contrariés. Les gens disent des choses quand ils sont contrariés. Et la conclusion, celle qu'elle devait penser être son atout. Tu es vraiment, vraiment égoïste en ce moment, Vivian. Genre incroyablement égoïste. Je me suis assise au comptoir de ma cuisine, et j'ai lu chaque message attentivement. Pas parce que j'avais besoin de les comprendre. Je les comprenais parfaitement. Je les ai lus, parce que je voulais cataloguer le schéma une dernière fois, avant de cesser d'y participer pour toujours. Message 1, détourner l'attention. Faire en sorte qu'il s'agisse de ce que j'ai fait, et non de ce qu'elle a fait. Message 2, invoquer le bouclier familial. Utiliser maman et papa comme une arme pour déclencher ma culpabilité. Message 3, minimiser, réécrire le message vocal comme une erreur faite sous le coup de l'émotion. Effacer la signature falsifiée, le changement de mail, le plan en 3 étapes. Message 4, l'étiquette, égoïste, le mot qu'elle savait que je fuyais depuis que j'avais 14 ans. 4 messages, 0 excuse, aucune mention du message vocal, aucune mention de la signature falsifiée, aucune mention de la modification de l'acte, qu'elle a soumise sous mon nom sans mon consentement. La même Brooke, le même manuel de stratégie, juste plus bruyante maintenant que les enjeux étaient réels. J'ai répondu par un seul message. Que ton avocat contacte la mienne. Et j'ai joint la carte de visite de Janet en tant que fichier de contact. 30 secondes de silence. Puis 3 points gris sont apparus. Ont disparu. Sont réapparus. Tu es sérieuse, là? J'ai fermé l'application, j'ai posé le téléphone sur le comptoir, écran vers le bas. Puis un dernier message de Brooke. Je l'ai vu dans ma bannière de notification, avant de mettre la discussion en sourdine. Bien, mais ne me blâme pas pour ce qui va se passer ensuite. J'ai presque souri, parce que cette phrase, ne me blâme pas pour ce qui va se passer ensuite, était la chose la plus honnête que Brooke ait dite depuis des années. Elle planifiait déjà son prochain mouvement, et elle voulait se couvrir à l'avance. La différence maintenant, c'était que je planifiais aussi, et que mes plans venaient avec des documents. Vendredi soir, je préparais le dîner. Des pâtes, rien d'extraordinaire. Quelque chose à faire avec mes mains. Quand mon téléphone a sonné. Le numéro de papa. J'ai décroché, parce que la dernière fois que papa avait appelé 2 fois dans la même semaine, c'était quand il était allé aux urgences. Mémoire musculaire. La fille responsable répondant à l'appel téléphonique responsable. Mais ce n'était pas papa. Vivian Marie Owens. La voix de maman. Nom complet. Le ton qu'elle utilise quand elle veut que tu te sentes à nouveau avoir 11 ans. Je ne sais pas ce qui t'a pris, mais tu es en train de détruire cette famille. Ton père n'a pas dormi depuis 3 jours. La banque a envoyé une lettre concernant le prêt. La compagnie d'assurance dit que notre couverture prend fin. Et maintenant, Brooke me dit que tu te caches derrière une avocate comme si nous étions des étrangers. J'ai baissé le feu à doux. Maman, tu m'as envoyé un message vocal me disant de ne pas revenir. Je fais ce que tu as demandé. C'était parce que j'étais contrarié. Tu sais comment je suis. Mais ça, geler les comptes, arrêter les paiements, c'est toi qui es vindicative exprès. J'ai arrêté de payer pour des choses qui ne sont plus à moi. Tu m'as dit que je ne faisais pas partie de la famille. Si je ne suis pas de la famille, je ne suis pas financièrement responsable de la famille. Silence. 2 temps. 3. Puis, après tout ce que j'ai sacrifié pour toi, après toutes les années que j'ai passées à t'élever, c'est comme ça que tu me rembourses. Il était là. Le scénario. Le même voyage de culpabilité qui m'avait fait signer des chèques pendant 6 ans. Je sacrifie, tu dois. L'éternel registre familial où mon côté était toujours dans le rouge. Maman, je ne rembourse rien. J'ai fini de payer. Il y a une différence. Sa respiration est devenue saccadée. Tu vas regretter ça, Vivian. Je te le dis,
tu repenseras à ce moment et tu auras honte. Peut-être. Mais si j'ai honte, ce sera pour mes propres raisons, pas parce que tu m'as dit de l'être. J'ai raccroché, j'ai posé le téléphone à côté de la cuisinière. Mes mains tremblaient. L'eau des pâtes débordait, sifflant sur le brûleur. Je ne pleurais pas. Ou si je le faisais, ce n'était pas par culpabilité. C'était dû au genre de chagrin qui survient quand on réalise que la personne qu'on espère toujours que sa mère deviendra n'existe pas. Elle n'a jamais existé. Et aucune quantité de paiements hypothécaires n'allait jamais la construire. J'ai éteint le brûleur. Je n'avais plus faim. Mais j'ai remarqué quelque chose, debout dans cette cuisine silencieuse avec la vapeur s'enroulant autour de moi. Donna n'avait pas mentionné la signature falsifiée. Pas une seule fois. Soit elle ne savait pas ce que Brooke avait fait, soit elle le savait, et avait décidé que ça n'avait pas d'importance. Je n'étais pas sûr de ce qui était le pire. Samedi matin, mon téléphone est devenu un tableau d'affichage de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Tante Hélène, la petite sœur de maman, a envoyé un SMS la première. Ma chérie, ta mère est folle d'inquiétude. Quel que soit ce désaccord, ne pouvez-vous pas simplement en discuter? Elle dit que tu essaies de prendre la maison. Ensuite, oncle Robert, du côté de papa, j'ai entendu des choses par le bouche à oreille. Tu sais, la famille passe avant tout, n'est-ce pas? Ne laisse pas l'argent ruiner ce qui compte. Puis un cousin que j'avais rencontré exactement 2 fois, et Vivian, je ne suis pas sûr de ce qui se passe, mais Brooke a l'air vraiment blessé. Je voulais juste te dire que tu devrais probablement appeler ta mère. Les uns après les autres, toute la matinée, tous avec les mêmes empreintes digitales invisibles. J'ai ouvert Facebook. Je n'avais rien publié depuis des semaines, mais j'avais un pressentiment. Et c'était là. La dernière mise à jour de statut de Brooke, publiée à 23h la veille. Quand ton propre sang te tourne le dos pour de l'argent. La famille ne devrait jamais être une question de transaction. Certaines personnes ne se soucient que du contrôle. Je prie pour la guérison. 47 likes, 22 commentaires, des cœurs et des mains qui prient, aidez, reste forte, ma belle, de la part de personnes qui n'avaient aucune idée de ce qui s'était réellement passé. Un commentaire de tante Hélène, nous t'aimons, ma puce. La vérité finit toujours par éclater. Oui, ai-je pensé, c'est vrai. Ma poitrine s'est serrée. Le vieux réflexe s'est déclenché. Le besoin d'expliquer, de corriger, de publier ma propre version, d'aligner les preuves et de montrer à tout le monde la feuille de calcul, la signature falsifiée, et le message vocal. J'ai tapé 3 réponses différentes, je les ai supprimées toutes les 3. Puis je me suis souvenu de ce que Marcus m'avait dit autour d'un café, 2 jours plus tôt, quand j'avais admis que j'étais terrifié à l'idée d'être la méchante dans le récit de Brooke. Ne combat pas le récit sur leur terrain, avait-il dit, en remuant son café sans lever les yeux. Amène la vérité dans la bonne pièce. La bonne pièce. Pas Facebook. Pas une discussion de groupe. Pas un appel téléphonique où maman peut raccrocher quand les faits deviennent inconfortables. Une pièce avec une table, avec des avocats, avec des documents, où les pleurs ne l'emportent pas sur les preuves, et où le « je suis la victime » doit rivaliser avec les horodatage. J'ai fermé Facebook, j'ai ouvert mes emails, et j'ai écrit à Janet. Je pense qu'il est temps pour la réunion. Tous ensemble, face à face, avec tout ce que nous avons. Janet a répondu en 11 minutes. D'accord. Je vais coordonner avec Pratt. Vendredi, mon bureau. 5 jours. 5 jours jusqu'à ce que chaque histoire que Brooke avait jamais racontée doive survivre à une table de conférence. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine, et je me suis versé un 2e café. Mes mains étaient stables. Lundi après-midi, Janet m'a appelé de son bureau sur haut-parleur pour que je puisse écouter. Elle avait joint Gregory Pratt. La conversation était polie, de la façon dont une partie d'échecs est polie. Des mouvements contrôlés, un langage mesuré, rien de superflu. Maître Pratt, je représente Vivian Owens. Comme vous le savez, ma cliente est co-emprunteuse sur le prêt, et copropriétaire sur l'acte de la propriété que votre cliente occupe. Elle est également l'unique administratrice du fonds familial Margaret Owens. Je suis au courant des arrangements financiers, a dit Gregory. Sa voix était prudente, d'avocat.
Alors vous devriez également être au courant qu'un formulaire de modification d'acte a été soumis à la société de titres portant la signature de ma cliente, une signature que ma cliente n'a pas fournie. Une analyse côte à côte montre des divergences claires. Le service des fraudes de la banque a signalé le document et a gelé le refinancement en cours. Silence. J'ai compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 secondes de silence absolu de la part d'un homme qui facture $400 de l'heure. Êtes-vous en train de dire, a dit lentement Grégory, que ma cliente a soumis un document falsifié? Je dis qu'un document portant une signature que ma cliente n'a pas exécutée a été soumis sous son nom. La société de titres et le prêteur ont tous deux été informés. L'enquête de la banque se déroule indépendamment de notre cabinet. Nouveau silence, puis la voix de Grégory, visiblement plus tendue. J'aurai besoin de m'entretenir avec mes clientes à ce sujet. Je recommanderais de le faire rapidement, Maître Pratt, avant que la division des fraudes de la banque ne le fasse pour vous. L'appel s'est terminé avec une confirmation de date pour le vendredi. Janet a raccroché et s'est tournée vers moi. Sa pose m'a tout dit. Il n'était pas au courant pour la signature falsifiée. Elle a croisé les mains sur le bureau. Cela signifie que, soit votre mère ne l'a pas dit à son propre avocat, soit votre mère ne le savait pas. Si Donna ne le savait pas, alors Brooke a fait ça toute seule, et ne l'a dit à personne. Elle l'a dit à une personne, ai-je dit. Moi. Sur un appel enregistré. Les yeux de Janet se sont plissés. Pas par suspicion, mais par quelque chose de plus proche de la satisfaction. Vendredi va être très intéressant. Mercredi soir, je nettoyais après le dîner, un plat dans l'évier, l'eau coulant, quand mon téléphone a sonné. Papa. Réellement papa, cette fois. Vivian. Sa voix était la plus faible que j'ai jamais entendue. Pas en colère, pas l'autorité répétée qu'il empruntait parfois à maman. Juste fatigué. Le genre de fatigue qui vit dans les os. Salut, papa. L'avocat. Notre avocat a appelé aujourd'hui. Il a dit qu'il y a un problème avec la paperasse de la maison. Quelque chose à propos d'une signature qui ne correspond pas. Il a fait une pause. J'ai laissé la pause s'étirer. L'eau coulait toujours dans l'évier. Il dit que quelqu'un pourrait avoir signé ton nom sur un formulaire. C'est exact. Est-ce que tu... Une autre pause. Je pouvais l'entendre respirer. Est-ce que tu sais qui a fait ça? Tu devrais demander à Brooke. La respiration s'est arrêtée. Brooke? Le formulaire a été soumis sous son nom, papa. Représentante familiale autorisée. Elle l'a soumis 3 jours avant que maman ne m'envoie ce message vocal. Silence. Assez long pour que je vérifie si l'appel avait été coupé. Ce n'était pas le cas. Le compteur des secondes tournait toujours. Tu es sûr de ça? J'ai les registres de soumission. Mon avocate a la comparaison des signatures. La banque l'a signalé pour enquête pour fraude. Oui, papa. Je suis sûr. J'ai entendu quelque chose à travers le téléphone. Une chaise grinçait, comme s'il s'était assis lourdement. Ou peut-être que c'était ses genoux. Laisse-moi parler de ça à ta mère. Et voilà. La phrase qu'il avait dite 100 fois tout au long de ma vie. Laisse-moi parler à ta mère. L'éternel report. L'homme qui ne prenait jamais vraiment le temps d'avoir sa propre opinion, avant de la valider avec Donna d'abord. Papa, je n'appelle pas pour demander la permission. Je ne te demande pas d'arranger ça. Tu m'as posé une question et j'y ai répondu. Si la famille veut résoudre ça, ça se passera vendredi. Au bureau de Janet, avec des documents. Vivian, je t'aime. Moi aussi, papa, mais j'ai fini de parler à travers les murs. J'ai raccroché. L'eau dans l'évier était devenue froide. Je me suis essuyé les mains, et je suis resté dans la cuisine pendant un long moment. Ce qui m'a frappé n'était pas la colère. C'était quelque chose de plus triste. Le son de mon père réalisant, à 59 ans, que la mauvaise fille avait dit la vérité depuis le début, et qu'il avait passé des décennies à choisir de ne pas vérifier. Jeudi, l'assistante de Janet a envoyé l'invitation officielle au bureau de Grégory Pratt. Une réunion dans la salle de conférence de Janet, vendredi à 14 h. Participants, Vivian Owens, Donna Owens, Raymond Owens,
Brooke Owens, Janet Aldridge, Gregory Pratt. Janet et moi avons revu les règles de base ensemble. Si j'allais m'asseoir en face de toute ma famille pour la première fois depuis le message vocal, j'avais besoin de structure, pas d'émotion. De structure. Règle 1, pas de cri. Si l'une des parties haussait la voix, la réunion serait ajournée immédiatement. C'était une discussion professionnelle, pas une dispute de table de cuisine. Règle 2, les affirmations nécessitent des documents. N'importe qui pouvait dire n'importe quoi, mais s'ils voulaient que ce soit pris au sérieux, ils avaient besoin de papier pour le prouver. Règle 3, je présenterai la première, sans interruption. Mon cas, ma chronologie, mes preuves. Les questions après. Gregory a accepté les 3 conditions dans l'heure. Il n'a repoussé aucune d'entre elles, ce qui m'a dit quelque chose d'important. Ses clientes avaient plus besoin de moi que je n'avais besoin d'elles. Elles avaient besoin de ma signature, de mes paiements, de ma coopération. Sans cela, elles regardaient en face un refinancement gelé, une police d'assurance annulée, un fonds fiduciaire bloqué, et un prêt hypothécaire qu'elles ne pouvaient pas porter seules. J'ai préparé mon dossier de la manière dont je prépare un portefeuille client. Organisé, étiqueté, dévastateur. Onglet 1, la feuille de calcul, 143 000 $. Onglet 2, la signature falsifiée côte à côte avec l'original. Onglet 3, la trace des emails montrant les modifications non autorisées de Brooke sur le compte commun. Onglet 4, la chronologie. Amendement de l'acte, changement de mail, message vocal, retrait de la discussion de groupe. Tout était daté, tout était documenté. Et glissé à l'intérieur de la couverture arrière, dans une petite enveloppe, une clé USB avec l'enregistrement. Je n'avais pas encore décidé si j'allais le jouer. Cela dépendrait de ce qui se passerait dans la pièce, de si Brooke dirait la vérité, ou si elle ferait ce qu'elle faisait toujours. Marcus m'a envoyé un SMS ce soir-là. Prête pour demain. J'ai répondu, dossiers emballés. Les mains sont stables. Il a répondu, tu ne leur dois pas d'explication. Ce sont eux qui t'en doivent une. Va la chercher. J'ai réglé mon alarme à 6 heures du matin. J'ai préparé mes vêtements. J'ai bu de la tisane à la camomille, ce que je déteste, parce que quelqu'un m'a dit un jour que ça aidait pour les nerfs. Ça n'a pas marché, mais le dossier sur ma table de nuit, si. Vendredi, 14 heures. La salle de conférence de Janet Aldridge au 3e étage de la maison de ville. Mur en verre, une longue table en noyer, 6 chaises en cuir, et un pichet d'eau auquel personne ne toucherait. Je suis arrivé 10 minutes en avance, j'ai posé mon dossier sur la table, et j'en ai aligné les bords. Janet s'est assise à ma gauche, ordinateur portable ouvert, bloc-notes prêt. Aucune de nous n'a parlé. La pièce sentait le tonneur d'imprimante, et le léger parfum de citron du produit que l'équipe de nettoyage utilisait. À 13h58, la porte s'est ouverte. Maman est entrée la première. Chemisier bleu marine, le menton haut, le sac à main serré contre ses côtes comme un bouclier. Elle m'a regardé pendant exactement une seconde, pas mon visage, mais mon dossier, puis s'est assise sur la chaise du fond sans un mot. Papa a suivi. Polo gris, les mains dans les poches. Il m'a jeté un coup d'œil et quelque chose a traversé son visage. Pas tout à fait de la culpabilité, pas tout à fait de la honte, quelque chose entre les deux qui n'avait pas de nom. Il s'est assis à côté de maman, et a croisé les mains sur la table. Puis Brooke. Elle est entrée en dernier, ce qui était délibéré. Elle portait un gilet rose pâle sur une chemise blanche. Ses yeux étaient rouges, récemment frottés, peut-être vraiment larmoyants. Peut-être pas. Sa lèvre inférieure faisait ce léger tremblement qu'elle perfectionnait depuis l'école primaire. Elle a tiré sa chaise près de celle de maman, et a cherché la main de maman sous la table. La performance était impeccable. Si vous ne connaissiez pas le scénario, vous penseriez qu'elle était la victime dans cette pièce. Gregory Pratt est entré derrière elle, costume gris, poignée de main ferme avec Janet, un bref signe de tête vers moi. Il s'est assis au bout de la table, à équidistance des deux côtés, ce qui était techniquement neutre et pratiquement inutile. Janet a ouvert la séance. Merci à tous d'être ici. Cette réunion a pour but d'aborder les problèmes financiers et juridiques qui sont survenus ces dernières semaines. Mademoiselle Owens présentera en premier, comme convenu par les deux conseils. Elle ne sera pas interrompue. J'ai ouvert le dossier,
j'ai levé les yeux, et j'ai établi un contact visuel avec ma mère pour la première fois depuis qu'un message vocal avait essayé de m'effacer de la famille. Je vais commencer, ai-je dit, par un chiffre. J'ai fait glisser la feuille de calcul au centre de la table. 5 copies, une pour chaque personne, une pour les archives. 143 214 $. J'ai laissé le chiffre flotter dans l'air. Personne n'a bougé. C'est ce que j'ai contribué à cette famille au cours des 6 dernières années. Les paiements du prêt pour cette propriété, 66 600 $. L'assurance maladie de maman et papa, 19 200 $. Le prêt automobile de Brooke, 5 320 $. Les dépenses d'urgence, les opérations chirurgicales, les réparations de toit, les cautions, les factures de dentiste, le reste. Chaque paiement est documenté. Les dates, les montants, les relevés de compte, tout est sur cette feuille. Les yeux de maman sont descendus le long de la page. Je l'ai regardé scanner chaque ligne, de la manière dont on regarde quelqu'un lire un rapport médical auquel il ne s'attendait pas. C'est ce que j'ai donné, ai-je dit. Pas comme un prêt, pas sous contrat. Juste parce qu'on me l'a demandé, et parce que je croyais que c'est ce que signifiait la famille. Maman a ouvert la bouche. Janet a levé un doigt, calme, ferme. Madame Owens, vous aurez votre tour. J'ai sorti le deuxième document du dossier. 2 feuilles côte à côte. Je les ai placées à plat sur la table, et je les ai tournées pour que tout le monde puisse lire. À gauche, ma signature du contrat de prêt original daté d'il y a 3 ans. À droite, une signature soumise sur un formulaire de modification d'acte, demandant mon retrait du titre de propriété. J'ai fait une pause. Je n'ai pas signé ce formulaire. Je ne l'ai pas autorisé. Je ne savais pas qu'il existait jusqu'à ce que je le découvre dans mes emails, après avoir été retiré de cette famille par un message vocal. Gregory Pratt s'est penché en avant, étudiant les 2 signatures. Sa mâchoire s'est contractée. Le formulaire a été soumis électroniquement, ai-je continué, par Brooke Owens, désignée comme représentante familiale autorisée. 3 jours avant le message vocal. L'atmosphère de la pièce a changé. Pas un bruit, plutôt comme un changement de pression barométrique. La main de papa s'est portée à son front. Gregory s'est reculé lentement sur sa chaise. La prise de Brooke sur la main de maman s'est resserrée. Et maman. Maman a regardé les signatures, puis m'a regardé. Puis, pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans cette pièce, elle a regardé Brooke. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle dit. « Quelqu'un a falsifié ma signature » ai-je répondu, pour voler ma part d'une maison que j'ai payée. Je n'ai pas dit qui. Je n'en avais pas besoin. Tous les yeux dans la pièce s'étaient déjà tournés. Brooke a lâché la main de maman. C'est fou. Je n'ai rien falsifié. Sa voix est montée dans les aigus. Vivian fait ce qu'elle fait toujours. Elle manipule la situation. Elle se fait passer pour la victime parce qu'elle ne supporte pas que nous. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'en avais pas besoin. Brooke. Un mot, plat, calme. Il a coupé sa phrase comme une lame à travers du papier. Avant que tu ne termines cette pensée, je veux que tu écoutes quelque chose. J'ai glissé la main dans la couverture arrière du dossier, j'ai sorti la petite enveloppe, et j'en ai retiré la clé USB. L'ordinateur portable de Janet était déjà connecté à un haut-parleur sur la table. Je l'ai branché, j'ai trouvé le fichier, et j'ai fait planer le curseur sur le bouton de lecture. Ceci est l'enregistrement d'un appel téléphonique entre toi et moi, 2 mois avant le message vocal. L'appel a été signalé au début. Mon application émet une tonalité de notification audible. Si tu souhaites contester son authenticité, Maître Pratt peut le faire vérifier. Le visage de Brooke est devenu blanc. Pas rouge. Blanc. Le genre de blanc qui se produit quand le sang se retire de la surface. J'ai cliqué sur lecture. La pièce s'est remplie de la voix de Brooke. Chaleureuse, désinvolte, cajoleuse. J'ai juste besoin que tu sortes du fond et de l'acte de propriété. Ensuite, tout deviendra plus simple pour tout le monde. L'enregistrement s'est terminé. Personne n'a bougé. J'ai regardé Donna. Elle fixait le haut-parleur comme s'il l'avait physiquement frappé. Ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes. Aucun mot. J'ai regardé papa.
Ses yeux étaient fermés. Sa main était toujours sur son front. J'ai regardé Grégory Pratt. Il avait posé son stylo sur la table et croisé les mains, la posture universelle d'un avocat recalculant sa position. Et j'ai regardé Brooke. Elle regardait maman, cherchant la bouée de sauvetage qui avait toujours été là. La défense immédiate, elle ne le pensait pas, le transfert instantané du blâme sur moi. Maman n'a pas rendu son regard. 15 secondes de silence. Je les ai comptées de la manière dont on compte les secondes entre l'éclair et le tonnerre, en attendant de savoir à quelle distance la foudre a frappé. Ce fut le son le plus fort que ma famille ait jamais produit. Puis Brooke a craqué. C'est hors contexte. Je ne le pensais pas comme ça. Je ne faisais que parler. Juste dire des choses. Les gens disent des choses. La voix de Janet était stable comme un scalpel. L'enregistrement est horodaté 2 mois avant qu'un document falsifié portant la signature de Mademoiselle Owens n'ait été soumis pour la retirer de l'acte. Le contexte, je dirais, est remarquablement clair. Brooke s'est de nouveau tourné vers maman. Sa lèvre a tremblé. Pour de vrai cette fois? Ou peut-être pas? Je ne pouvais plus le dire. Maman. Maman, tu me crois, n'est-ce pas? Elle déforme tout. Elle fait toujours ça. Donna Owens n'a pas regardé sa fille cadette. Elle fixait la feuille de calcul, la colonne étiquetée est totale, le chiffre en bas qui représentait 6 ans de la vie de sa fille aînée convertis en dollars et en centimes, payés sans un seul merci. Elle n'a rien dit. Et dans ce silence précis et dévastateur, quelque chose a basculé dans la pièce qui ne pourrait jamais revenir en arrière. J'ai fermé le dossier. Lentement. Le son de la couverture rencontrant la dernière page a été le seul bruit dans la pièce. Donna s'est tournée vers moi. Sa voix était différente maintenant, plus petite. Vivian, je ne savais pas pour la signature. Je te jure, je ne savais pas. Je crois que tu ne savais pas pour la signature, maman. Elle a expiré. Mais tu savais quand tu as enregistré ce message vocal. Tu savais quand tu m'as retiré de la discussion de groupe. Tu le savais à chaque fois que Brooke te racontait une histoire sur moi, et tu n'as pas appelé une seule fois pour demander si c'était vrai. Tu as choisi une version qui était confortable. Et j'en ai payé le prix. En dollars, en années, et à chaque jour férié où je m'asseyais au bout de la table et où je me disais que c'était très bien ainsi. Le menton de Donna est tombé. Pas un hochement de tête. Plutôt comme si quelque chose à l'intérieur d'elle avait cédé d'une fraction. Je me suis levé. Voici ce qui va se passer maintenant. J'ai gardé ma voix égale. Professionnelle. De la manière dont je délivre une évaluation des risques à un client quand les chiffres sont mauvais, et qu'il n'y a pas de façon douce de le dire. Le fonds sera transféré à une société de gestion professionnelle. Je démissionne de mon poste d'administratrice, mais les conditions fixées par grand-mère seront appliquées. Éducation et frais médicaux uniquement. Aucune exception. J'ai regardé la table. Je me retire en tant que co-emprunteuse sur le prêt hypothécaire. Vous avez 60 jours pour trouver un financement alternatif, ou prendre une décision concernant la propriété. Je ne ferai plus un seul paiement. J'ai regardé Grégory Pratt. Concernant la signature falsifiée. Je ne déposerai pas de plainte pénale cette fois-ci, mais chaque document, chaque enregistrement, chaque communication a été préservée et est conservée par mon avocate. J'ai regardé Brooke. Elle fixait la table. Le gilet serré autour d'elle. La performance aux yeux rouges s'était finalement effondrée en quelque chose de réel, ou du moins en quelque chose qui s'en rapprochait. Brooke, je ne te déteste pas, mais je ne te fais pas confiance, et je n'y suis pas obligé. J'ai ramassé mon dossier, j'ai fait un signe de tête à Janet, et j'ai marché vers la porte. La voix de papa a craqué, basse. Vivian. J'ai fait une pause, la main sur la poignée. Je ne me suis pas retourné. 60 jours, papa. Utilisez-les bien. La porte s'est refermée derrière moi avec un clic. Mes talons ont résonné dans le couloir, régulier, constant, sans hâte. Je n'ai pas regardé en arrière, pas parce que j'étais en colère, mais parce qu'il n'y avait rien derrière moi que je n'avais pas déjà dit. En marchant vers ma voiture ensuite, je me suis demandé si j'aurais dû gérer ça différemment. Être plus douce, leur donner plus de temps,
essayez un appel téléphonique de plus avant de tout retirer. Une partie de moi voulait encore croire qu'une conversation aurait pu arranger ça. Mais chaque conversation pendant 6 ans s'était terminée de la même manière. Moi m'excusant pour le mensonge de quelqu'un d'autre. Leur auriez-vous donné une autre chance? Ou seriez-vous sorti de cette pièce de la même manière que moi? Dites-le moi. Je veux vraiment savoir. 72 heures après la réunion, les pièces sont tombées exactement là où la gravité disait qu'elles le feraient. La maison. Sans moi comme co-emprunteuse, le refinancement de la famille était définitivement mort. La banque a envoyé un avis officiel. Donna Owens avait 90 jours pour soit reprendre l'intégralité des paiements du prêt toute seule, soit trouver un nouveau co-emprunteur avec un crédit admissible, soit faire face au début d'une procédure de saisie. La cote de crédit de Donna ne pouvait pas porter le prêt seul. Pas même de loin. Le fonds a été transféré à une société fiduciaire agréée à Philadelphie dans la semaine qui a suivi la réunion. Chaque dollar a été justifié. Chaque retrait était désormais soumis à l'examen d'un tiers, par rapport aux conditions initiales de grand-mère. Brooke ne pouvait pas obtenir un centime en charmant, en pleurant, ou en falsifiant. L'assurance, mon avis d'annulation, a pris effet au bout de 30 jours. La couverture santé de maman et papa a expiré un mercredi. Dès le jeudi, Donna était au téléphone avec le marché des assurances, découvrant pour la première fois ce que coûte une assurance quand quelqu'un d'autre ne la paie pas. Presque le double de ce que je couvrais. L'avocat, Gregory Pratt, s'est officiellement retiré de la représentation de la famille Owens 10 jours après la réunion. Sa lettre à Donna citait « des divergences factuelles irréconciliables, un langage juridique poli pour dire « votre fille a commis une fraude, et vous ne me l'avez pas dit ». Ils étaient maintenant sans avocat. Et le récit social, celui que Brooke avait construit si soigneusement sur Facebook, a commencé à se fissurer. Tante Hélène a appelé maman après la réunion, et a posé des questions pointues. Un cousin du côté de papa m'a envoyé un SMS directement. J'ai entendu dire qu'il y avait eu des documents falsifiés. Est-ce vrai? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Les faits faisaient leur propre tournée médiatique. Rien de tout cela n'était une vengeance. Je veux être clair là-dessus. Je n'ai pas orchestré un effondrement. Je me suis retiré d'une structure qui ne tenait debout que parce que je la soutenais. Quand j'ai lâché prise, elle a fait ce que toute structure non soutenue fait. Elle a fléchi. Pas parce que je l'ai poussée, mais parce qu'elle n'avait jamais été construite pour tenir debout toute seule. 3 semaines après la réunion, un dimanche après-midi, je lisais sur mon canapé. Un vrai livre, des pages en papier, pas d'écran, quand papa a appelé. Sa voix était plus fine que d'habitude, comme si quelqu'un l'avait étiré sur trop de nuits blanches. Vivian, je voulais t'appeler. Salut, papa. Je veux dire que je suis désolé. Je sais que j'aurais dû le dire plus tôt. J'aurais dû poser des questions quand ta mère a envoyé ce message vocal. J'aurais dû regarder les papiers moi-même, au lieu de simplement faire confiance au fait que quelqu'un d'autre s'en occupait. J'ai attendu. Parce qu'avec papa, les excuses venaient toujours avec le 2e paragraphe. Mais, ma chérie. Y a-t-il un moyen pour que tu puisses nous donner plus de temps pour la maison? Ta mère étudie des options, mais 90 jours c'est. Ce n'est pas beaucoup. Si tu pouvais juste prolonger l'accord de co-emprunteuse pendant encore quelques mois, le temps qu'on trouve. Papa. Il s'est arrêté. J'ai entendu les excuses. Je les apprécie. Vraiment. Mais j'ai aussi entendu le mais. Tu n'appelles pas parce que tu es désolé. Tu appelles parce que la famille a de nouveau besoin de ma signature. Silence, puis doucement. Les deux, Vivian. C'est les deux. Peut-être que ça l'est. Mais la réponse est la même. Les 60 jours que j'ai donnés lors de la réunion sont toujours en vigueur. Rien ne change. Ta mère est terrifiée à l'idée de perdre la maison. Alors maman devrait parler à un conseiller financier. Pas à moi. Nouveau silence. Puis, la chose qui a frappé le plus fort. Pas ces mots, mais le son de son expiration. Longue, dégonflée. Le soupir d'un homme qui sait qu'il demande à la mauvaise fille de régler un problème causé par l'autre fille, mais qui manque de courage pour le dire à voix haute. Je comprends, a-t-il dit finalement. Papa. Ouais. Je t'aime. Ça n'a pas changé.
Mais l'amour ne signifie pas que je m'immole par le feu pour garder quelqu'un d'autre au chaud. Plus maintenant. Il a raccroché sans dire au revoir. Juste un clic, et puis plus rien. Le même silence abrupt qui avait été sa réponse à chaque question difficile de toute ma vie. J'ai posé le livre, j'ai fixé le plafond. Il s'était excusé et avait demandé une faveur dans le même souffle. Et le pire, c'est que je pense qu'il pensait sincèrement aux deux. Les excuses et la demande. Il ne comprenait simplement pas que l'un annulait l'autre. Ou peut-être qu'il le comprenait. Et c'était la partie la plus triste de toutes. 3 mois plus tard, les feuilles avaient disparu. Les premières gelées étaient apparues puis reparties. Philadelphie faisait ce que Philadelphie fait en janvier. Froide, grise, obstinément vivante. J'étais assise dans un café près de mon bureau un samedi matin, l'ordinateur portable ouvert mais inactif, regardant les gens par la fenêtre. Un samedi normal, banal. Et c'était ça le plus important. Pour la première fois de ma vie d'adulte, la banalité ressemblait à un luxe. L'argent du prêt, 1850 $ par mois, allait maintenant sur mon compte d'épargne. J'avais un fonds d'urgence pour la première fois de ma vie. Je remboursais mes prêts étudiants en avance sur le calendrier. J'avais réservé un vol pour Portland pour un long week-end en février, juste parce que je voulais voir l'océan. Je n'avais jamais réservé de voyage, juste parce que j'en avais envie, auparavant. Brooke et moi ne nous étions pas parlé depuis la réunion. Pas un SMS, pas un message vocal, pas même un like sur une photo. Le silence complet. J'ai vérifié son Facebook une fois, par habitude. Elle avait publié un nouveau statut. Nouveau départ. Pas de contexte, aucune mention de moi ou de la maison, ou de tout le reste. Juste la version soigneusement sélectionnée de sa vie, aseptisée pour un public qui ne connaissait pas l'histoire. J'ai fait défiler la page, et je n'ai rien ressenti. Et ce rien, ce vide propre et silencieux où vivait autrefois la culpabilité, était la chose la plus proche de la liberté que j'ai jamais connue. Maman a appelé une fois, environ un mois après la réunion. Sa voix était différente. Pas chaleureuse exactement, mais les angles vifs avaient été adoucis. Elle a demandé comment j'allais. J'ai dit bien. Elle a dit d'accord. L'appel a duré 90 secondes. Elle ne m'a pas fait culpabiliser. Elle n'a pas demandé d'argent. Elle n'a pas mentionné Brooke. Ce n'était pas une guérison. C'était un cessez-le-feu. Et pour l'instant, c'était suffisant. Papa m'a envoyé un SMS pour mon anniversaire. 3 mots. Joyeux anniversaire, Vivian. La première fois depuis des années. Pas de point d'exclamation, pas d'émoji, juste mon nom et la reconnaissance que j'existais. C'était le plus petit geste possible, mais c'était le sien. La maison s'est vendue 6 semaines après la réunion. Donna la mise en vente quand il est devenu clair que personne ne cosignerait un nouveau prêt. J'ai signé les papiers pour retirer mon nom de l'acte, les vrais papiers, cette fois avec ma vraie signature. Je n'ai pris aucun profit de la vente. L'acte désignait Donna comme propriétaire principal, et la valeur nette lui appartenait. J'avais déjà calculé la perte, 66 000 $ en paiements hypothécaires pour une maison dans laquelle je n'avais jamais vécu. Je l'ai passé par perte et profit, pas sur mes impôts, mais dans ma tête, comme des frais de scolarité pour la leçon la plus chère que j'ai jamais apprise. Marcus m'a rejointe pour un café cet après-midi-là. Il s'est glissé sur le siège en face de moi, a jeté un coup d'œil à mon visage, et a demandé « Comment te sens-tu » J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Plus légère, ai-je dit. Comme si j'avais posé quelque chose que je ne réalisais pas que je portais. Il a hoché la tête. N'a rien dit d'autre. Il n'en avait pas besoin. Pour la première fois en 6 ans, chaque dollar que je gagnais était à moi. Pas à moi pour le donner. Pas à moi pour le sacrifier. Pas à moi pour m'en servir comme preuve que je méritais une place à une table que je payais déjà. Juste à moi. Silencieusement, banalement, magnifiquement à moi. Je ne vous raconte pas cette histoire pour que vous détestiez ma famille. Je vous la raconte parce que quelque part là-bas, en ce moment, quelqu'un est assis avec son téléphone à la main, fixant une confirmation de transfert pour de l'argent qu'il ne peut pas se permettre d'envoyer, à quelqu'un qui n'a jamais dit merci une seule fois. Et ils se disent la même chose que je me suis dite pendant 6 ans. C'est bon. C'est la famille.
C'est ce que fait la famille. Brooke n'est pas un monstre. C'est une personne qui a appris très jeune que mentir est récompensé, et que pleurer ouvre des portes. Personne ne l'a jamais obligé à s'arrêter. Personne ne lui a jamais montré de conséquences qui restaient, jusqu'à ce que la conséquence porte mon nom, et vienne avec une avocate. Maman n'est pas mauvaise. C'est une femme qui a construit son identité autour du contrôle, autour du fait d'être le centre d'une famille qui obéissait à un scénario qu'elle avait écrit. Quand j'ai arrêté de suivre le scénario, elle n'a pas su répondre par autre chose que par la force. Ce message vocal n'était pas de la cruauté. C'était de la panique, déguisée en autorité. Papa n'est pas un méchant. C'est un homme qui a passé toute sa vie à choisir le silence plutôt que la confrontation. Et qui a réalisé un jour que le silence a aussi un prix. Il est encore en train d'apprendre ça. Je pense qu'il pourrait y arriver. Je l'espère. Et moi, je suis la femme qui a finalement compris que le mot famille n'est pas un chèque en blanc. Que aimer quelqu'un ne signifie pas financer sa vie pendant qu'il efface la vôtre. Que les limites ne sont pas une punition. Les limites sont la vérité, délivrée sans excuse. Je ne sais pas à quoi ressemblera ma famille dans un an. Je ne sais pas s'il y aura un Thanksgiving auquel j'assisterai, ou un appel téléphonique qui donnera l'impression d'être à la maison. Je n'ai pas besoin de le savoir. Pour la première fois, je ne construis pas ma vie autour de leurs réponses. Alors, je vais vous demander ceci, et je veux vraiment le savoir. Si les personnes qui étaient censées vous aimer le plus vous disaient de partir, vous battriez-vous pour rester, ou les laisseriez-vous enfin voir à quoi ressemble la vie sans vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Je lis tout le monde. Merci d'être resté avec moi tout au long de cette histoire. Si une partie de celle-ci a résonné en vous, si vous avez déjà été celui ou celle qui maintient tout ensemble tout en s'entendant dire qu'il n'est pas assez, je vous vois. Laissez un commentaire et racontez-moi votre histoire. Je lis absolument tout. Et si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur ce bouton d'abonnement pour ne pas manquer ce qui va suivre. Il y a une autre histoire en lien dans la description, à propos de quelqu'un à qui on a dit qu'il ne s'en sortirait jamais seul. Il a prouvé à chaque personne qu'elle avait tort, de la manière la plus satisfaisante possible. Je vous y retrouve.